Le 19 février 2020, j'étais en Italie, à Sienne, pour une soutenance de thèse et à aucun moment, lors des discussions et du déjeuner avec les collègues italiens, il ne fut question du coronavirus et de la tempête virale qui s'annonçait. Et pourtant, quelques jours après seulement, une partie de l'Italie était déclarée zone rouge. Le 9 mars, toute l'Italie allait être déclarée en quarantaine et le lockdown, comme on appelle en Italie le confinement, car le mot confinamento renvoie trop au confino, à l'exil interne qui frappait les opposants au régime durant le fascisme, le lockdown était instauré. La France allait suivre l'Italie, certes avec environ 10 jours de retard, aux grandes dames des Italiens qui ont reproché aux Français ce retard supplémentaire. Alors, pour en revenir à ce 19 février, s'il ne fut pas question ce jour-là du coronavirus, le fait est que la pandémie sévissait en Chine depuis 2 mois et l'on se doutait qu'elle s'étendait à l'Europe. Et je confesse que de retour à Paris, je n'ai pas encore réalisé que cette situation de confinement plutôt stricte allait bientôt être celle de la France. Le fait est que je ne croyais pas que nous serions confinés en partie comme en Chine, puis comme en Italie, même si je savais. Ce petit épisode personnel me semble illustrer une sorte de déni qui a été pour bonne part celui de beaucoup d'entre nous en Europe face à l'événement collectif que nous avons vécu. Il me semble illustrer la différence qui existe entre savoir et croire. Le paradoxe du déni réside en quelque sorte dans le fait de savoir sans savoir, ou plutôt de savoir sans savoir quoi faire, c'est-à-dire non pas ne pas savoir, mais n'avoir, au sens propre, rien à faire de ce savoir. À présent, en ce mois de juillet 2020, plus de 2 mois après la fin du déconfinement progressif qui a eu lieu en France le 11 mai, la situation sanitaire en Europe, du moins, semble à peu près sous contrôle, malgré les risques inquiétants de reprise et de deuxième vague. Et même si les incertitudes restaient fortes, le fait est que c'est actuellement la question de la crise économique qui occupe le devant de la scène. Pourtant, en dépit de l'importance prise au moment de la crise sanitaire par les experts et médecins dans la prise de décision politique, on peut dire que l'on a assisté, lors de la période du confinement, sinon à un retour du politique, du moins à la capacité d'action des États par rapport à l'antérieure subordination du politique à l'économique. Une subordination, une inféodation à l'argent qui a caractérisé la période de ce que Thomas Piketty appelle les 40 inglorieuses, durant lesquelles on a assisté à la remise en cause des institutions collectives dont nous nous étions dotés à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. On a vu, en revanche, à l'occasion de cette crise inédite, une réaffirmation de la puissance publique à travers la suspension de normes juridiques et économiques valant en temps normal, avec un renforcement, en quelque sorte, de l'axe vertical de la politique, une montée en puissance de l'exécutif et l'établissement, sinon d'un état d'exception, du moins d'un état d'urgence, une sorte de, comme on dit en italien, uso emergenziale del potere, usage d'émergence du pouvoir. On a assisté ensemble à une entrée ou un retour dans une dimension plus obscène de l'existence politique, en vertu duquel le gouvernement, l'exécutif a plus de pouvoir et le peuple moins de droits. De sorte que si Keynes est revenu, comme cela a été beaucoup dit, dans une sorte de revanche du keynésianisme sur l'orthodoxie néolibérale, on peut dire que Keynes est revenu avec Hobbes. Aujourd'hui, passé le moment de l'urgence sanitaire, parmi nos dirigeants, c'est le naturel qui revient quant à lui au galop, comme cela a été relativement prévisible. Semble ainsi à présent en partie disparue la rhétorique du changement qu'avait employée le président Macron durant la crise sanitaire, une rhétorique du changement par rapport à l'orthodoxie libérale qui existait dans son discours, à côté de toute la rhétorique guerrière du nationalisme thérapeutique visant à l'unité nationale et traitant l'urgence sanitaire comme une attaque terroriste. En fait de guerre, ce fut à vrai dire une drôle de guerre qui ne consista pas à affronter l'ennemi, mais plutôt à l'éviter. Une guerre qui, à part pour ceux qui étaient sur le front, ressemblait plutôt à une forme d'occupation. Une guerre allant néanmoins avec la célébration des héros
mais aussi selon un procédé narratif courant en temps de crise avec la désignation de mauvais Français, en particulier les habitants de ce qu'on appelle en France les quartiers, souvent montrés du doigt. Quoi que l'on puisse dire sur la façon dont a été géré l'événement que nous avons vécu, quelle qu'ait été notre impréparation collective, le fait est que cet événement représente l'événement collectif le plus stupéfiant que nous ayons vécu, et ce, depuis très longtemps. Et pourtant, cette épidémie n'était pas imprévisible, elle était même annoncée par les spécialistes après toute une succession d'épidémies durant les dernières décennies. Le virus Zika, le SRAS, la grippe aviaire, la grippe porcine, Ebola, la crise de la vache folle, et bien sûr, auparavant, le sida, pour en rester à des épidémies des dernières décennies. Et il est probable aussi que cette crise est le prélude de la répétition générale de nouvelles crises liées au changement climatique, à la présence toujours plus grande des êtres humains dans les écozones, à la réduction de la biodiversité, à l'exploitation intensive des terres. Mais il n'en reste pas moins vrai que, à mon sens du moins, la véritable énigme, ce fut celle de la capacité du plus petit être vivant qui soit, le virus, à mettre à l'arrêt une grande partie du monde, à faire passer en quelques jours une société organisée pour le mouvement permanent à l'état de semi-paralysie, lorsque les pays les plus développés et les plus riches, mais pas seulement eux, ont semblé prêts à sacrifier la santé du marché pour la santé des personnes, celle de nos aînés en particulier, pour parler la novlangue actuelle. À vrai dire, on a demandé à la population de protéger sa propre santé, mais surtout de protéger la capacité de soins des systèmes sanitaires nationaux, de sauver en quelque sorte le pouvoir de sauver en aplatissant les courbes, selon l'expression consacrée, ce qui montre, soit dit en passant, que l'épidémie est aussi une construction sociale au sens où elle implique un certain ratio entre le taux de prévalence de la maladie et les capacités d'accueil du système de soins. Et quelles que soient ses causes et sa nature, ce qui nous a surpris, disais-je, c'est la réaction de ce monde qui a révélé la très grande fragilité, la très grande vulnérabilité, pour employer là encore un terme très utilisé de nos jours, non seulement des êtres humains, mais également de notre monde hyper globalisé, hyper connecté, hyper urbanisé, dont le virus a montré le côté obscur de l'interdépendance. Alors, en ce qui me concerne, le confinement, avec l'effet de sidération qu'a produit cet épisode, a eu comme effet de m'amener à suspendre pour un temps du moins, les travaux et recherches que j'avais en cours dans le domaine de l'histoire des pratiques pénales et de la philosophie du droit des XVIIIe et XIXe siècles en Italie. Je n'évoquerai que très rapidement ma propre façon de vivre le confinement, privilégiée, comme a pu l'être celle de quelqu'un habitué à l'étude, n'ayant pas d'enfant à charge. Un confinement qui a accentué les inégalités, touché plus sévèrement les pauvres et fragilisé ultérieurement les plus fragiles, toujours selon les termes de la novlangue actuelle. Certes, nous ne sommes plus à l'époque de la peste de Marseille en 1720, lorsque l'on faisait ramasser les cadavres par les forçats, car leur vie comptait moins. Mais alors même que le monde contemporain affirme en même temps, comme je le redirai, la valeur absolue de la vie, il n'est pas sûr qu'il n'existe pas toujours, malgré tout, une hiérarchie des vies qui comptent. Que l'on pense aux conditions de vie des détenus ou à celles des sans-abri enfermés dehors, des vies rendues plus dangereuses encore par l'épidémie, mais aussi plus largement aux vies de ceux obligés de se rendre à leur travail et ne pouvant bénéficier de la protection assurée malgré tout par le télétravail. Tel fut mon cas, à savoir la pratique du téléenseignement et du télétravail. En tant qu'enseignant au département d'études italiennes de l'université Paris 8, j'ai vécu les charmes, si on peut dire, du cours in remoto, signifiant en italien en éloigné, au lointain, un terme plus beau que en distanciel. J'ai vécu
à ma mesure, le virage ambulatoire qui a renvoyé à domicile les étudiants et les enseignants. J'ai été, comme bien d'autres, confronté, malgré mon électronisme partiel, je dois dire, à l'accentuation du basculement massif dans le tout numérique comme une sorte de test grandeur nature d'un monde tout à la fois hyper connecté et sans contact. Alors, certes, les instruments informatiques, justement, nous ont permis de maintenir un lien précieux avec les étudiants, parfois étrangers, visiblement isolés dans une université Paris 8 où il y a beaucoup d'étrangers, et dans une France où l'on ne mesure pas toujours la pauvreté de la jeunesse. Un lien par lequel les étudiants, je le crois du moins, percevaient le fait que l'université, loin de se réduire à une machine à attribuer des notes, est une idée, autant qu'une institution, un lien et une inspiration avant d'être un espace physique. Et pour ma part, après de trop vastes projets de lecture de fond, en partie avortés, du fait, je crois, de la difficulté à s'extraire d'une situation d'urgence qui tend à faire corps avec nous, pour la première fois de ma vie, il me semble, j'ai lu avec attention, de façon un peu systématique, la presse, ainsi que les sites spécialisés consacrés à la collecte d'articles et au débat public, avec déjà aussi de nombreux livres publiés, ne serait-ce qu'en France et en Italie. Car on a assisté à l'éclosion de tout un ensemble de réflexions, tout aussi stimulantes que bien entendu maîtrisables de par leur nombre, ne serait-ce qu'en restant au niveau hexagonal et transalpin, venant de la part d'intellectuels et d'universitaires, des intellectuels spécifiques d'une certaine façon, selon l'expression foucaldienne, intervenant à partir d'un savoir particulier, des intellectuels que l'on entendait peu en général auparavant ou beaucoup moins dans les grands médias, des médias désormais à la recherche de voix de personnes ayant réellement quelque chose à dire, différent des habituels intellectuels médiatiques qui occupent le devant de la scène depuis la disparition des grandes figures. Alors certes, en France, parmi les intellectuels de renom, certains ont critiqué la position de l'intellectuel censé répondre à la requête de l'actualité, selon les termes du philosophe Jacques Rancière, là où toujours, pour citer ce grand philosophe, la condition pour dire des choses justes, c'est de parler de ce qu'on a vu, étudié. C'est pourquoi j'ai du mal, poursuivait Jacques Rancière, dans le cadre d'intéressants dialogues franco-italiens organisés durant le confinement, j'ai du mal à comprendre pourquoi tant de nos confrères sont si empressés de répondre à la demande journalistique de décrypter l'actualité au pied levé et de fournir les formules grâce auxquelles la gestion au jour le jour de l'information se voit élevée au rang de vision du monde. Il n'en reste pas moins vrai que, comme le faisait remarquer dans un autre de ces dialogues franco-italiens, mon collègue de Paris 8, Yves Citon, si nous pouvons d'une manière ou d'une autre nous défendre contre le coronavirus, nous défendre contre le discours sur le virus est pratiquement impossible. Certes, on peut, à juste titre peut-être, ironiser, comme on l'a fait en Italie, sur la naissance d'une sorte de coronasophia ou de virosophia, comme on les a appelés, virosophie. Mais, je le répète, pour moi, l'une des choses passionnantes de cet événement a été cette explosion de discours. Des discours, justement, obligés de se tenir en prise directe avec le présent. Penser l'événement, cela a nécessité plus que jamais de tenter de saisir le surgissement de l'inédit, d'élaborer collectivement, d'une certaine façon, un travail d'ontologie du présent, pour employer une expression par laquelle Michel Foucault désignait le travail même de la philosophie. Une philosophie que Foucault a toujours voulu en quelque sorte événementialiser en s'efforçant de résister à la pente intemporelle de la philosophie pour penser la conjoncture, pour penser le moment présent. Alors, il est vrai, en même temps, que le sentiment que l'on a eu et que les analyses qui ont tenté de répondre à la situation présente étaient en vérité des analyses déjà constituées auparavant. Et le fait est que la tentation a été grande pour nombre de gens de lire cette crise avec leurs propres lunettes idéologiques.
Ce sont en particulier, me semble-t-il, les discours écologiques qui ont de toute évidence acquis une centralité qu'ils n'avaient pas encore auparavant. Et pour ma part, cela a été une expérience de lecture importante. Je pense à toute la mouvance autour des travaux de Descola, mais aussi de Latour, Morisot, Charbonnier et d'autres, qui se situent souvent dans les pas de La pensée sauvage de Claude Lévi-Strauss. En ce sens, la crise a révélé le tournant écopolitique de la pensée contemporaine en mettant au centre certaines pensées qui se situent auparavant à la périphérie du débat intellectuel. Cette crise, nous avons tendance à la penser non seulement de façon linéaire, comme la perturbation passagère avant le retour à la normale, après le pic et la vague, mais aussi de façon classique, comme un moment d'exception par rapport à la normalité. Et pourtant, sur le plan de la vie des idées, de la vie intellectuelle aussi, l'événement que nous avons vécu a été une véritable épreuve. Sa qualité suspensive, la qualité suspensive de la crise, qui est étymologiquement ce qui tranche, est de nous inciter à changer nos manières de penser. Les crises sont des moments où quelque chose de nouveau peut naître, quelque chose dont le résultat ne peut être prédit, quelque chose de constitutionnellement indisponible, pour parler comme Hannah Arendt, qui fut une philosophe de la crise, de la pensée de la crise. Il n'en reste pas moins vrai que chacun appréhende l'événement à l'aune de sa propre sensibilité, de ses propres questionnements. Pour ma part, je le dis rapidement, mes travaux des dernières années ont porté sur la naissance de la pensée juridique contemporaine, à partir de l'œuvre de Cesare Beccari à la fin du XVIIIe siècle, mais aussi sur les liens entre droit, médecine et politique du XIXe siècle à nos jours, en particulier autour de la figure de l'italien Cesare Lombroso, le fondateur de l'anthropologie criminelle. Alors, il s'agit là de questions qui ont été, à vrai dire, très présentes dans la réflexion de Michel Foucault, en particulier le Michel Foucault des années 1970, celui de surveiller et punir, mais également le Foucault des cours au Collège de France, édité en collaboration avec François Eval par celui qui fut mon maître et ami, décédé en 2013, Alessandro Fontana. Alors, tout en étant bien conscient du risque de lire cet événement selon un processus d'auto-confirmation d'hypothèses préétablies, c'est néanmoins pour ma part, à la lumière des enseignements foucaldiens sur la biopolitique, que je voudrais à présent développer l'idée selon laquelle cette crise nous montre combien la vie, le droit à la vie, est devenu l'enjeu des luttes politiques contemporaines. Ainsi, après avoir évoqué la question du discours du virus, si l'on peut l'appeler ainsi, c'est de la question de la biopolitique dont je vais parler dans la seconde partie de cette conférence consacrée à la crise que nous avons vécue comme moment biopolitique, moment d'affirmation, de visibilisation d'une politique de la vie, d'un biopouvoir, d'un gouvernement qui a le vivant pour objet et les vivants pour sujet. Alors, la biopolitique, c'est cette notion forgée en 1976 par Michel Foucault et développée à la fois dans le livre intitulé La volonté de savoir et dans le cours de 1976 intitulé Il faut défendre la société, puis reprise au début du cours de 1977-78 intitulé Sécurité, territoire, pouvoir. Foucault, pourtant, ne s'intéressera que très rapidement à la biopolitique. Il parlera même de quelque chose que j'avais appelé comme ça, un petit peu en l'air. Foucault se tournera ensuite vers une enquête sur les origines de ce qu'il appellera la gouvernementalité contemporaine dans la pensée pastorale chrétienne du Moyen-Âge et chez les latins, avec un déplacement du centre de gravité de la question du pouvoir et du biopouvoir à celle des arts de gouvernement. Ainsi, le cours de 1978-79, intitulé Naissance de la biopolitique, est en réalité un cours consacré non pas à la biopolitique, mais à la question du libéralisme et du néolibéralisme, considéré par Foucault d'abord comme un art de gouvernement. Alors, la biopolitique, terme que Foucault ne distingue pas beaucoup du biopouvoir, c'est une politique de la vie. C'est le fait que les procédés de pouvoir, de savoir, prennent en compte les processus de la vie
et entreprennent de les modifier et de les contrôler. La biopolitique, c'est l'entrée des questions de santé, du vivant, des processus vitaux, de soins apportés à l'espèce humaine dans le giron du pouvoir. La biopolitique, en somme, c'est le moment où certains traits biologiques qui affectent une population deviennent l'élément sur lequel la politique et le pouvoir vont agir. Certes, la biopolitique, en tant que telle, est chez Foucault une politique de la vie, mais en réalité, la population est peut-être l'élément central de la biopolitique, qui est d'abord une politique des populations. Et le grand basculement de la politique moderne, c'est au XVIIIe et surtout au XIXe siècle, à l'époque du libéralisme qu'il s'opère à travers le passage d'une souveraineté s'exerçant sur un territoire à un art de gouverner, à un gouvernement des vivants pris individuellement et collectivement, lorsque s'opère, surtout au XIXe siècle, ce que Foucault appelle une sorte d'étatisation du biologique. Alors, on peut dire, d'une certaine façon, que les 3 milliards de confinés dans le monde lors de la crise que nous avons vécue et risquons peut-être de revivre, au nom de la protection de la vie, ont représenté un impressionnant moment biopolitique ou moment foucaldien. Le confinement que nous avons vécu s'est inscrit dans l'horizon général de la défense de la vie sous la forme de la santé et de la prise en charge en masse des populations par l'État. Il a été ce mécanisme de sécurité globale fonctionnant à l'échelle d'une population et effectuant une opération tout à la fois de séparation et de massification. Et le confinement a consisté aussi dans une suspension partielle du droit, tendant, comme je l'ai dit, vers l'état d'exception, et tout ceci au nom de la protection de la vie. Certes, c'est surtout à partir de 1945 que le droit à la vie est devenu le droit sacré par excellence. La leçon de la Seconde Guerre mondiale est qu'aucune vie n'est indigne d'être vécue, que l'intangibilité de la vie humaine représente l'impératif fondamental, quoi qu'il en coûte, selon les termes employés par le président Macron. Mais plus largement, on est passé de façon progressive à l'époque contemporaine de la question du salut de l'âme à celle de la protection de la vie. Par une forme de sécularisation du salut, les enjeux de salubrité et de préservation de la vie l'ont emporté sur le salut de l'âme. De sorte que, comme l'écrivait Foucault dans son cours de 77-78, la fin dernière de l'homme, ce n'est plus la jouissance de Dieu, c'est la bonne santé. Alors, j'ai parlé au début de cette conférence du caractère inédit de cet événement, de sorte que plus que jamais, dans nos comparaisons avec des situations du passé, il faut, comme le disait Marc Bloch, se méfier des fausses ressemblances. Néanmoins, à propos de comparaison, celle entre les réactions face au coronavirus et face à ce que l'on a appelé la grippe de Hong Kong, la dernière pandémie grippale du XXe siècle, qui a fait plus d'1 million de morts dans le monde entre 1968 et 1970, et qui est pourtant en grande partie oubliée, eh bien, la grippe de Hong Kong est peut-être plus significative, comparaison avec la grippe de Hong Kong est peut-être plus significative que celle souvent faite avec la grippe espagnole de 1918, occultée quant à elle par la Première Guerre mondiale. Vu en perspective, la grippe de Hong Kong en 68 se situe à la charnière de deux mondes, l'un façonné par la catastrophe et notamment par la guerre, qui relativisait la perception du risque et pour laquelle la santé publique n'était pas encore un véritable sujet, l'autre déjà entré dans une modernité où nous sommes et où les progrès scientifiques ont fini, comme je le redirai, par rendre la mort de plus en plus intolérable. Ainsi, l'idée que la vie doit être protégée à tout prix s'est imposée aujourd'hui. Et cette idée, cet impératif, l'emporte sur beaucoup d'autres normes, de sorte que ne pas en tenir compte est devenu aujourd'hui politiquement très difficile à assumer. La Chine elle-même, certes après d'évidentes tergiversations, tentatives d'occultation, a dû s'y plier, payant elle aussi son tribut éthique à la mondialisation et prenant la voie du confinement. Du reste,
en dépit de la position initiale d'un Boris Johnson ou celle d'un Donald Trump qui a affirmé qu'il fallait s'en remettre à Dieu, c'est toujours cette nouveauté étonnante qui a été illustrée par la réaction des États qui ont, dans leur très grande majorité, refusé la sélection naturelle qu'aurait entraîné la voie de l'immunisation collective sans confinement. Une stratégie de l'immunisation collective qui a pourtant elle-même souvent été présentée comme permettant d'économiser les vies, en particulier les vies mises en danger par les désastres que ne vont pas manquer de provoquer la crise de l'économie et qui peuvent faire plus de morts encore que l'épidémie. Ainsi, à une époque, la nôtre, où l'humanitaire est devenu la forme par excellence des politiques de la vie, les conflits des interprétations mondiales de la protection de la vie auxquels on assiste actuellement sont eux-mêmes en général des formes de conflits d'interprétation à propos de la plus ou moins grande biolégitimité, selon l'expression de Didier Fassin, biolégitimité des façons de protéger la vie. À propos de conflits d'interprétation sur la valeur des vies, vous voyez par exemple en France le débat et la polémique qui a porté sur la hiérarchie des vies qui comptent autour des affirmations du philosophe français André Comte-Sponville, selon lesquelles toutes les morts ne se valent pas et que la mort d'une personne très âgée n'a pas la même gravité que celle d'un jeune, que la vie des jeunes, en somme, est plus précieuse que celle des vieux. Là où d'autres ont estimé que la réaction mondiale face à la pandémie est le signe d'un progrès moral de l'humanité, doublé d'un bouleversement philosophique, à travers la prise de conscience que nous formons une seule humanité, que l'humanité est la seule source de valeur, que tous les êtres humains, jeunes et vieux, ont la même valeur. Enfin, à de nombreux égards, les analyses de Michel Foucault et le concept de biopolitique sont éclairants également pour lire le rapport à la mort qu'entretiennent nos sociétés. Des sociétés dans lesquelles existe une sorte de disqualification de la mort, pour le dire avec le Foucault, de la volonté de savoir, mais des sociétés qui ont en même temps été confrontées avec la crise que nous avons vécue à ce que l'on peut appeler un retour de la mort. L'ancien droit de vie et de mort de l'époque de la souveraineté antérieure à celle de la biopolitique était un droit de prise, de prélèvement sur les choses, le temps, les corps et finalement la vie. C'était le droit de glaive, le droit de faire mourir et de laisser vivre, là où Foucault affirme que le biopouvoir se caractérise par le faire vivre et laisser mourir. D'où pour Foucault, entre parenthèses, le recul de la peine de mort à l'époque contemporaine, dans la mesure où la plus haute fonction du pouvoir aujourd'hui n'est désormais plus celle de tuer, mais celle d'investir la vie de part en part. Aujourd'hui, en somme, comme le dit Foucault, le pouvoir a laissé tomber la mort et nos sociétés cultivent l'oubli de la mort en tentant de la mettre hors jeu, hors champ, en la cachant au sein des hôpitaux, des EHPAD. La bonne mort, c'est une mort médicalement assistée, normée, dans le cadre d'une forme d'aseptisation du vivant. Une mort que l'on fait aussi s'évaporer par l'extension de la pratique de l'incinération. Et durant le confinement, la mort a continué plus que jamais d'être reléguée à l'intérieur des hôpitaux et les enterrements et cérémonies religieuses ont été plus que jamais réduites, comme par une sorte de deuil du deuil. Mais en même temps, notre société, qui se pensait souvent sur le mode du virtuel, s'est trouvée confrontée au retour de l'archaïque et du primordial. Après un XXe siècle vécu en partie dans la sécurité de la vaccination, une croyance certes mise à mal par le VIH et par Ebola, l'univers archaïque des épidémies a fait brutalement irruption dans notre monde des technologies virtuelles, de la puissance nucléaire, et les entassements de corps dans les fosses communes sont autant d'images qui semblent appartenir à d'autres temps, à d'autres lieux. Et ce retour représente un défi à notre croyance dans les pouvoirs de la médecine, parfois contrainte en Italie, dans les moments les plus dramatiques de cette crise, à devoir choisir entre ceux qu'elle pouvait faire vivre et ceux qu'elle s'est parfois trouvée contrainte à laisser mourir.
La question de la sécurité, pour arriver vers la fin de ma conférence, vers la dernière partie de ma conférence, constitue le cadre dans lequel se situe, à mon sens, l'autre ensemble de questions fondamentales que pose la situation actuelle. Ces questions ont trait au problème de la constitution de plus en plus manifeste de sociétés de contrôle, comme les appelait Gilles Deleuze dès 1990, des sociétés fonctionnant non plus par enfermement, mais par contrôle continu et communication instantanée. Exprimé en termes foucaldiens, on peut dire que l'on est passé de la discipline, cette chose qui semble si difficile à obtenir dans nos sociétés, même si certains peuples semblent s'être montrés plus disciplinés que les autres, ou du moins plus que ne le croyait le peuple commun, par exemple le peuple italien. On est passé de la discipline qui fixe sur des territoires, à la sécurité qui s'exerce par la régulation des populations, celle du gouvernement des hommes en tant qu'êtres vivants. On est passé, en somme, du pacte territorial au pacte de sécurité propre à nos sociétés de sécurité. Et une idée très importante dans le biopouvoir, et là aussi on l'a bien vu illustré par le confinement et la réponse à la crise sanitaire que nous avons vécue, c'est celle du contrôle par régulation. La régulation des populations, lorsqu'il s'agit d'exercer sur les individus plus qu'un pouvoir disciplinaire, une forme de biorégulation par l'État, pour le dire avec Foucault dans le cours de 1976 intitulé « Il faut défendre la société ». Cette régulation, qui est d'abord régulation de la circulation dans un milieu de vie, de travail, d'existence, cette régulation qui est régulation par évaluation continue, elle est apparue durant le confinement que nous avons vécu comme bien différente de l'expulsion que l'on pratiquait à l'égard des lépreux au Moyen-Âge. Et bien différente aussi de la réclusion et du quadrillage des villes que l'on pratiquait à l'âge classique pour lutter contre la peste, à une époque où il existait, comme le dit Foucault, un rêve politique de la peste, celui de l'utopie de la cité parfaitement gouvernée, lorsque pour lutter contre la peste, dans chaque rue, il y avait des surveillants, dans chaque quartier, des inspecteurs, dans chaque district, des responsables. Un modèle, celui du quadrillage, qui, soit dit en passant, semble avoir été en partie encore celui de Wuhan et de certaines zones de l'Inde où des populations ont été véritablement assignées à résidence, un modèle que Foucault a bien décrit en 1975 dans son grand livre intitulé « Surveiller et punir » et qui produit, je cite, « cet espace clos, découpé, surveillé en tous les points, où les individus sont insérés en une place fixe, où les moindres mouvements sont contrôlés, où tous les événements sont enregistrés, où chaque individu est constamment repéré, examiné et distribué entre les vivants, les malades et les morts. » Certes, aujourd'hui encore, le modèle disciplinaire perdure. Mais aujourd'hui, dans nos sociétés de sécurité et de régulation, à une époque où le mythe de la transparence est puissant, le contrôle et la surveillance ont changé. Ils sont devenus plus que jamais participatifs par une extension du domaine de la responsabilité individuelle, de la contrainte volontaire, différente de la pure et simple obéissance. C'est dans ce cadre, je crois, que se situe le débat très actuel autour des usages du traçage, le contact tracing, la géolocalisation des individus au moyen de leur téléphone, lui-même couplé à d'autres machines, et en passe de devenir une sorte de nouveau bracelet électronique, de panopticon digital. Et ces technologies digitales de surveillance, dont l'extension et les possibilités infinies caractérisent la nouveauté, je crois, de notre époque, tendent moins à fixer pour contrôler qu'à identifier, individualiser, c'est-à-dire à opérer ce que l'on appelle la traçabilité, un terme devenu la signature de notre époque. À cet égard, certes, l'Asie, et la Chine en particulier, semblent être devenues un véritable laboratoire pour la mise en place de toute une série inquiétante de contrôles technologiques.
illustrant le fait que, d'une certaine façon, aujourd'hui, souverain n'est pas tant celui qui déclare l'état d'exception, selon la formule célèbre de Carl Schmitt, que celui qui dispose de nos données personnelles. Et il faut se méfier, je crois, de l'idée que la surveillance n'est qu'asiatique, là où le capitalisme de la surveillance, comme on l'a appelé, existe aussi en Europe, avec une hybridation entre public et privé dans la gestion et l'échange des données personnelles des individus. Tous ces risques sont d'autant plus réels que l'évident désir d'exposition des individus à travers les réseaux sociaux les amène déjà à accepter sans aucune contrainte, mais de façon tout à fait volontaire, de céder une grande partie de leurs données personnelles. Lorsque se brouille la frontière entre espace public et espace privé, les nouvelles sociétés qui se dessinent sont peut-être tout à la fois des sociétés d'exposition, comme s'intitule l'ouvrage récent de Bernard Harcourt, et des sociétés d'autocontrôle, où la saisie biopolitique se double d'une sorte de demande de consentement. Deux citations et deux questions à présent en guise de conclusion. Au début des années 1920, dans un texte intitulé « Critique de la violence », le philosophe Walter Benjamin estimait qu'il vaudrait la peine de faire une recherche à propos du dogme affirmant le caractère sacré de la vie, à titre, je cite Benjamin, d'ultime égarement de la tradition occidentale affaiblie qui cherche dans le cosmologiquement impénétrable le sacré qu'elle a perdu. Ce que voulait dire Walter Benjamin en évoquant les risques d'une vie ramenée entièrement à elle-même par la sécularisation des références religieuses, c'est que, je cite, l'homme précisément ne doit être confondu à aucun prix avec la simple vie qui est en lui, ni avec cette simple vie, ni avec n'importe quelle autre de ses qualités, disons plus, pas même avec l'unicité de sa personne physique. La situation que nous vivons aujourd'hui illustre certains des dangers propres à ce que, beaucoup plus près de nous, le philosophe italien Roberto Esposito appelle pour sa part les démocraties immunitaires. Des démocraties établies au terme d'un processus d'immunisation, de protection, qui se manifeste tout au long de l'époque moderne, remplaçant la protection transcendante. Et, comme l'écrivait en 2018 Roberto Esposito, qui, avec Giorgio Agamben, a été parmi ceux qui, en Italie, se sont inscrits dans le sillage de la pensée de Michel Foucault, a mené, au-delà d'un certain seuil, l'immunité, bien que nécessaire à la vie, la contraint dans une sorte de cage où finit par se perdre non seulement notre liberté, mais le sens même de notre existence, cette ouverture de l'existence en dehors de elle-même, à laquelle on a donné le nom de communauté. L'immunité à dose élevée est le sacrifice du vivant aux raisons de la simple survie, la réduction de la vie à la vie nue biologique. Ainsi, la crise que nous avons vécue nous rappelle de façon tragique qu'exister, ce qui n'est pas la même chose que seulement vivre ou survivre, c'est être exposé. C'est, comme l'indique son étymologie latine, se tenir hors, sans que l'existence soit rabattue sur le vivant, le droit de vivre assimilé au droit à la vie bonne réduite à la vie longue, le genre humain ramené à l'espèce humaine. Enfin, deux questions restent pour moi ouvertes. La première question est de savoir s'il peut exister une forme démocratique de la biopolitique, une biopolitique démocratique avec des pratiques collectives contribuant à la protection de la santé de la population sans expansion parallèle des formes de coercition et de surveillance, c'est-à-dire en résistant à la question excessivement binaire que l'on entend aujourd'hui trop souvent, consistant à savoir si nous voulons plus de protection des libertés ou plus de sécurité. La réduction des libertés au nom de la survie. Là où la question contemporaine fondamentale doit être celle différente de savoir comment nous protéger sans nous enfermer.
La seconde question, peut-être plus compliquée, est celle de savoir si l'on a assisté ces temps-ci à une extension de la biopolitisation ou au contraire à une déliquescence de l'État-providence contemporain. Existe-t-il en somme une contradiction entre le néolibéralisme contemporain, qui s'est traduit par des politiques de désengagement de l'État, et la biopolitique qui assigne à l'État la prise en charge de la vie humaine dans tous ses aspects, en particulier biologiques? Lors de la crise que nous avons vécue, avec la vie devenue le terrain principal de la décision politique, on a pu observer de façon manifeste que l'action politique tend à se penser sur un mode bellical. Et on a observé ainsi, soit dit en passant, que les enjeux de la politique, les enjeux de la médecine se politisent. Cela a été manifeste en France dans le cadre des polémiques autour de l'usage de la chloroquine et du professeur Raoult, des polémiques qui ont pris un tour en partie politique, celui d'une lutte du peuple contre les élites. Mais en même temps, cette médicalisation est advenue à une époque où nos États réduisent les dépenses publiques pour la santé avec, en parallèle ou en échange, l'extension d'une rhétorique sécuritaire qui couvre toutes les situations, crise financière, terrorisme, problèmes climatiques ou sanitaires. Une rhétorique du choc nous montrant de façon permanente la crise comme un gouffre nous menaçant à chaque pas de côté. Il est difficile, à mon sens, de répondre à ces deux questions, de même qu'il est difficile de savoir quelles seront les séquelles de la crise biopolitique que nous avons vécue. Je crois, pour ma part, et cela est très manifeste en France, où les gens attendent beaucoup de l'État, que la demande de prise en charge de la santé de la population par l'État est loin de diminuer. C'est-à-dire que la demande biopolitique est forte, même au prix de la limitation des libertés fondamentales. Sauf qu'ici, on a vu que ça ne marchait pas bien. Le contrat biopolitique implicite entre les États modernes et les citoyens se fonde sur la capacité des premiers à garantir sécurité et santé physique des seconds. Or, ce contrat a été en partie violé par la forte érosion du secteur public, de sorte qu'il s'agit d'une demande insatisfaite qui produit dans la population des formes de ressentiment face à un État qui désormais ne peut plus nous laisser mourir, qui doit nous faire vivre. En France, avant le confinement déjà, lors de la crise des Gilets jaunes, la colère était grandissante face aux violences policières, au resserrement sécuritaire et à la gestion autoritaire de la crise sociale. Gestion autoritaire qui, soit dit en passant, a perduré lors de la crise sanitaire, là où la France semble détenir un record en la matière, avec plus de 1 million d'amendes infligées durant le confinement pour 20 millions de contrôles. Alors, il faut se rappeler que dans une France où on a encore du mal à tenir compte des disparités ethno-raciales, la toute première manifestation à la sortie du confinement a été, après les États-Unis, une manifestation contre les violences policières et en même temps contre les discriminations raciales, là où les enquêtes nous disent que les Noirs et les Maghrébins ont en France de 10 à 20 fois plus de chances d'être contrôlés par la police. La question est donc peut-être en partie celle de savoir dans quelle mesure la crise renforcera le consentement ou au contraire l'allergie collective aux lois autoritaires. Plus largement, en lien avec la question naturellement essentielle des politiques économiques, la question est de savoir si l'on saura résister aux dérives immunitaires, à l'état d'alerte permanent, à la peur des indésirables, aux pulsions éradicatrices, à l'intégrisme de la sécurité. C'est-à-dire qu'après le moment biopolitique, nous sommes actuellement à nouveau dans un temps éminemment politique.